en vie, j'ai jamais vu une classe de 45, 50. Vous avez les pays, c'était le Koweït. C'était dans les années 70. Hein. C'était fabuleux de voir cette classe. Bon, on en était encore à l'approche audiovisuelle, hein, les structures globales audiovisuelles. Et quand même. Donc, s'il vous plaît, pensez à cela, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et il y a quelque chose qui est indispensable, c'est savoir apprendre. Donc, si vous savez apprendre, il faut leur apprendre à apprendre. Ça, c'est notre cas. Et tout ceci fait que savoir, savoir-être, savoir-faire, ce sont vraiment les éléments essentiels pour établir une bonne compétence de communication. Esenciales para la comunicación. Competencias esenciales. La moindre question. Vous m'interrogez, vous me demandez, vous m'appelez Marie-Louise, tout le monde m'appelle Marie-Louise, c'est pas de problème. Hein, et vous posez votre question. Mon credo de base dans tous mes cours était, je le disais toujours à mes étudiants, il n'y a pas de question stupide, et c'est vrai. Ce qui est stupide, c'est de ne pas la poser. Donc, ne soyez pas stupide, posez des questions. Est-ce que je peux aller un peu plus loin et dire qu'après savoir-être, c'est savoir-vivre? Parce que je peux être moi, mais selon le pays où je vais être. Ça, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-être. Le savoir-vivre, c'est le savoir-être. Vous voulez parler des règles de politesse, des règles d'attitude? Non. Être soi-même, colonel Perello, être soi-même, mais en fonction de la société ou la micro-société. Je crois qu'il faut être naturel dans sa classe. Il faut être naturel, il faut être soi dans sa classe. Parce qu'à partir du moment où vous surveillez vous-même, là je parle du professeur, à partir du moment où vous surveillez vous-même, vous n'avez pas l'esprit libre pour les écouter eux. Il faut vous oublier vous, donc être naturel. Hein? Sinon ça revient au galop. Le naturel revient toujours au galop. Vous savez, c'est ce qu'on dit en français. Donc soyez naturel. Faites les choses comme vous les sentez au moment où vous les faites. Ne soyez pas en représentation face à vos élèves. D'accord? Le prof qui met un masque chez le professeur, puis il sort et on a une autre personne. Pour moi, c'est pas possible. On ne joue pas à quelqu'un. On est nous, avec nos points forts, nos points faibles. Je me trompe, je me trompe. Je bafouille. Ben, vous voyez, les profs bafouillent. Et moi, lorsque je fais une erreur ou un lapsus, je dis, ah, vous voyez bien, vous avez entendu ce que j'ai dit. Pour les profs, tenez, je vous donne un petit truc et on continue très vite. Les profs qui ont des difficultés orthographiques, parce que moi je suis encore de la vieille école où j'ai une très bonne orthographe, je suis de la vieille école de l'orthographe en France. Donc quand j'étais à l'école primaire, on avait vraiment un enseignement. Donc l'orthographe, pas de problème. Mais quand j'ai formé des professeurs de plus en plus au cabinet, et quand au fur et à mesure où le temps passait, ben, je me rendais compte que les profs que je formais avaient de moins en moins de plus en plus de problèmes d'orthographe. Embêtant quand même pour un prof. J'ai découvert ça à Gênes, pourrait faire de leur faiblesse un point fort. Donc je vous donne les tuyaux, ceux qui ont des problèmes en orthographe. Dans le tout début, alors je ne le fais pas, mais je vais vous dire, vous écrivez par exemple. Vous faites comme si c'était normal, bon, ben, tu vas à la poste, ou tu vas à Paris, puis vous allez au tableau, quand la phrase est passée, etc. Puis vous voulez le marquer ou fixer à l'écrit, vous allez au tableau. Vous écrivez du, DU, va, VA, A, pas d'accent, et puis Paris. Puis vous continuez, vous attendez voir s'il y a une réaction. Parce que vous avez déjà passé à l'écrit. Puis à ce moment-là, moi, je disais à la collègue, moi je me faisais quand je me fumais, parce que. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez, quoi. Et alors, vous dormez? Vous avez vu ce que j'ai écrit? 4 minutos. 4 minutos. Est-ce que j'ai pas oublié autre chose? Ah oui, vous avez oublié l'accent sur le A. Vous voyez, moi aussi, je fais des fautes. C'était volontaire. Donc, faire volontairement sur une phrase très simple, une faute ou deux, le passer comme si c'était bon, une intention. Je peux vous assurer que les fois suivantes, ils vont regarder tout ce que vous écrivez. Et automatiquement, madame, vous n'avez pas fait une faute, là, monsieur,
Peut-être que c'est correct, vous avez que c'était une faute, vous dites, prenez le dictionnaire, regardez donc. On discute ensemble, qui pense qu'il a raison, etc. Et je peux vous assurer que ce n'est plus la même chose. Vous avez une dynamique de classe que d'un de vos points faibles, vous allez en faire un point fort. Parce que quand vous ferez de véritables fautes, eh bien, ils les verront. Et c'est une façon d'évaluation. Donc, petit tuyau en passant qui est très pratique. Alors, maintenant, en réalité, donc ça c'est dans les remarques que je voulais vous faire en commençant. En compétences de communication, vous avez les différentes activités de langagières que vous retrouvez dans le cadre. Production, réception, interaction et médiation. Façon, parce que ça, vous le savez ou sinon vous le retrouvez dans le cadre, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et après, vous avez ce que l'on retrouve dans le DELF. Et dans le DELF, on vous dit compréhension et non pas réception. Pourquoi? Parce que dans la compréhension et orale ou écrite, vous avez vraiment l'écrit ou l'oral. Mais réception est beaucoup plus riche et large que compréhension. Notre collègue congolais à l'instant vient de faire ça. Ben, j'ai reçu son message. Ça veut dire qu'il a compris, ou enfin il croit qu'il a compris ce que j'ai dit. Je suis sûre qu'il a compris. Mais vous comprenez qu'il m'a envoyé un message, nous avons communiqué, mais pas de façon verbale. J'ai donc reçu un message et la réception est beaucoup plus large que la compréhension. Et dans un examen oral, bien sûr, c'est compréhension. Compréhension écrite. De même que dans production, vous avez l'interaction qui apparaît, et la médiation, elle se trouve partout. Hein. À l'oral, à l'écrit, en production, en réception, en médiation. C'est bon, c'est va? Alors, je ne reviens pas, c'est ce que j'avais mis sur le PowerPoint, sur les contenus des différentes unités du DELF. Puisqu'il y a l'oral, puisqu'il y a l'écrit, ce n'est pas la peine, vous le retrouvez, vous le savez aussi maintenant. Mais pour ces différents aspects, ces différents contenus, il va falloir préparer les apprenants. Donc il va falloir les préparer de façon adéquate. Et au niveau du travail, on fait le constat, je pense que vous avez fait le même constat que moi, que, premier constat, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oral, l'illustration, et surtout au niveau de l'écrit, par exemple, production écrite, nos apprenants ont des difficultés réelles à organiser, à s'organiser et à organiser leur travail. Donc ça aussi c'est culturel. Parce que selon, vous avez une culture scolaire qui est différente selon les pays. En France, nous sommes assez cartésiens. Et bon, moi, la formation de l'école primaire maintenant n'est pas du tout celle que j'ai eue avant, que j'ai eue moi. Mais on est formé déjà à l'esprit de rigueur, si vous voulez, tout petit, quand on était déjà à l'école maternelle, à l'école maternelle, à l'école primaire. Donc c'est un autre point de vue. Et puis vous allez avoir une autre formation chez vous. Donc on va avoir des organisations différentes. Chaque organisation a sa propre valeur. Et quand on prépare un examen français, avec une conception d'un certain cadre, il faut peut-être attirer l'attention sur certaines choses. Donc, quelle que soit l'épreuve, ils ne savent pas s'organiser, et bien souvent, ils ne savent pas recourir à des stratégies qui sont appropriées à l'épreuve. Et ça, c'est le bachotage. Ils ne savent pas trouver la stratégie qui correspond à cette épreuve. Comment je peux faire pour parler, pour me faire comprendre? Si je fais une faute de français, je vais avoir la première faute de français, on les voit qui rougissent, etc. Encore en réalité, on s'en fiche. C'est la performance générale que l'on va rechercher. En situation de compréhension de l'oral, maintenant, ou des écrits, il y a une chose qu'ils ne savent souvent pas faire, c'est, en fonction de leur expérience, faire des hypothèses. Ils ne savent pas faire d'hypothèses. Ils ont un titre de texte. Ils ne cherchent même pas à s'arrêter. Et ça, c'est leur travail, mes chers collègues. Ils ne vont pas se prendre le temps de s'arrêter 30 secondes et de dire
tiens, le titre c'est ça. De quoi on va me parler? De quoi on peut me parler là-dedans? Ça c'est une stratégie. Faire des hypothèses. D'accord? Faire des projections sur. Leur dire, on ne lit pas sans objectif de compréhension. Toute lecture est précédée, consciemment, inconsciemment, ou consciemment, d'une question de plusieurs questions. Il n'existe pas de situation, de compréhension, qu'elle soit écrite ou orale, sans qu'on ait une question. Et là, j'avoue que les profs ont souvent de très mauvaises pratiques. Alors, une chose ce matin, un collègue qui avait pris la parole hier matin pour lecture en français, lecture en espagnol, je l'avais dans l'atelier ce matin. On m'a posé une question, on a fait une évaluation là-dessus. Enfin, c'était pas une évaluation. C'était pas dans le thème, mais ça intéressait tout le monde. Et on est arrivé, j'ai compris un peu d'où venait son problème, parce que j'ai vu des bons corrigites, ils ne savent pas lire en espagnol, je dis comment ils apprennent à lire. Du coup, comment faites-vous pour les faire lire? Alors, on leur donne un texte et puis ils le lisent à voix haute. Je dis, dites-moi, c'est pas comme ça qu'on lit. Et alors, à votre avis, ils lisent comment à voix haute? Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils lisent? À votre avis, quand vous faites lire vos élèves, vous allez lui donner le texte, et puis vous allez faire lire le texte sur lequel on va travailler, qu'on va faire comprendre. Ça, beaucoup de profs font ça. Prenez votre livre, ben lisez. Ah ben tiens, vous, lisez à voix haute. Que font les élèves? Est-ce qu'ils cherchent à comprendre? Non. Ils vont chercher à bien prononcer. Parce qu'ils sont sûrs que vous les faites lire à voix haute pour les faire prononcer. Or, là, c'est une erreur fondamentale. La correction phonétique ne se pratique jamais sur une lecture à voix haute. Parce que c'est une oralisation de l'écrit, et ce n'est pas de l'oral. Et alors, vous allez avoir une lecture du type, je cherche quelque chose. Quand ils vont lire à voix haute, comme ils se fixent sur la prononciation, je prends les premières parties d'une phrase de ce document. Préparer une interaction, c'est essayer de prévoir comment, ce qu'on appelle que je continue. Vous avez compris, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on a bien compris, on va chercher. Par contre, si je demande à un élève, lisez, et il me dit, je vais vous lire uniquement la première partie, il y a 3 mots. Il m'a peut-être lu, celui qui lit mal, préparer une interaction. Par contre, il y a un étudiant qui me dit préparer une interaction. Très bien, ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 activités. C'est un